Hey les amis, comment ça va? Nous sommes dimanche. J'espère que vous avez tous très bien dormi. Dimanche matin, c'est peut-être assez compliqué pour certains qui sortent de boîte ou de soirées festives, alcoolisées ou pas, je ne sais pas. En tout cas, boire avec modération, c'est très important. Donc on va aller tout doucement pour commencer la vidéo. Je ne vais pas vous monter le bourrichon de la tête. Et on va parler bien sûr de Mercato pour commencer. Voilà, pour commencer, c'est différent que d'habitude. Mercato, et après on part sur la rencontre. Alors tout d'abord, petit soutien de la chaîne, comme d'habitude, on y va, let's go, cacao. Même Jean-Pierre Papin le fait, regardez, il appuie, je mets le like, je mets le like. Voilà, il a mis le like. M'en voulez pas pour la voix toute pourrie, mais c'est comme ça. On y va tout de suite sur l'introduction. Allez, on traîne pas, allez, on traîne pas. Aujourd'hui, on traîne pas. On y va, let's go. Merde. J'ai dit merde parce qu'en fait, j'ai laissé l'enceinte en dessous. C'est pas grave. On se retrouve ce soir. On se retrouve ce soir pourquoi? Pour le live. On passera le live ensemble. Vous savez comment ça fonctionne. Je vous montre l'autre écran, comment ça fonctionnera. Regardez, 5, 4, 3, 2, 1, bam. Ça fonctionne comme ça. Et même avec le fond vert, c'est un peu mieux. Voilà, donc vous voyez que derrière le stade disparaît. Enfin, je suis dans le stade. Ça se passera comme ça chez Sabachout. Je ne sais pas si j'arrive à le mettre. Voilà, donc ça se passera comme ça. Bon, le rideau sera plus vers là-bas, mais on s'en fout, c'est pas grave. Voilà, donc on se retrouvera à partir de 19h45. On parlera de Mercato, on fera un résumé de la journée Mercato, des dernières journées Mercato. Et on parlera aussi de l'avant-match, bien sûr. Les compositions d'équipe que vous voyez là, peut-être qu'elles vont changer. Je pense que l'OM, on va partir pour celle qu'on voit là. On va la voir juste après. Pour celle de Reims, j'en ai mis une au hasard. Je pense que ça pourrait être la bonne. Voilà, on verra bien ce que va mettre l'équipe et la Provence de leur côté. Alors on revient sur l'autre écran et on parle de Mercato comme je l'ai dit. Alors je reviens, hop, j'enlève l'intro comme d'habitude. N'oubliez pas, on est à 32. On est à 32, la dernière fois on a dépassé les 50. On peut le faire encore. On n'est que 18. 18 likes, c'est rien. Vous êtes, je sais pas, 100, 200, 300, 400, 500, 600 à mettre un like pour cette vidéo-là. Et bien vous allez, sous la description, vous faites la même chose. Voilà, vous mettez un like pour celle-là, cette vidéo, et la même chose pour le live. Alors, je fais du racolage là, mais c'est pour que la chaîne monte. Plus elle montera, plus je serai heureux. Et plus je serai heureux, plus je vous ferai du meilleur contenu. Je pourrais, pourquoi pas, inviter des personnes, faire un plateau. Voilà, faire une émission plateau. C'est mon projet, les amis. Si vous voulez que je réalise mes projets, et ben ça sera vos projets à vous aussi, parce que ça sera pour vous. Ça ne sera pas que pour moi. Moi, je vous partage ma passion. Bon les amis, on enchaîne et on passe directement au Mercato avec Yacine Adli. Alors hier, je vous ai montré les joueurs de la Juve et les joueurs de la Roma. Parce que Benassia et Longoria, ils ont côtoyé des personnes du côté de la Roma et du côté de la Juve. Du côté de l'AC Milan, Benassia et Longoria n'ont pas été là-bas dans le club. Mais apparemment, le milieu de terrain que je vous ai cité hier chez un cadre italien, ça serait probablement Yacine Adli. Yacine Adli, pour ceux qui ne le connaissent pas, j'ai pas préparé la fiche Transfermarkt, mais de tête, je m'en rappelle, il a joué du côté de Bordeaux, il a été formé du côté de Paris, si je me souviens bien. C'est un milieu de terrain relayeur, on va dire, pas milieu offensif, mais pas non plus défensif. C'est entre deux, donc un relayeur qui peut pourquoi pas mettre 3, 4, 5 buts dans la saison. Il a une belle frappe de balle, une belle qualité technique, mais il est vachement irrégulier et il a un tempérament un petit peu particulier. J'ai entendu dire des choses, je ne vais pas vous citer des exemples précis, mais j'ai entendu des choses sur son comportement qui étaient laissées à désirer. Donc pour l'instant, on n'en est qu'au premier contact, au premier intéressement du côté de l'OM. Yacine Adli, je vous lis le tweet. L'OM surveille la situation de Yacine Adli. Le milieu de terrain de 24 ans de l'AC Milan est courtisé par plusieurs clubs italiens et étrangers. L'arrivée d'Adli compenserait un départ probable de Verretou cet été. Ou pourquoi pas d'Unai. Parce que moi, je le considère presque plus en comparaison d'Anas Unai, que ce soit par la qualité, par la jeunesse. Ils ont le même âge, je crois, 24 ans, je crois, les deux. Et un petit peu le profil aussi, un joueur qui est capable de mettre des buts quand même assez jolis. Voilà, parce que vous en souvenez peut-être, je ne sais pas si vous en souvenez, il a mis un but exceptionnel contre l'OM. À l'époque, c'était Mandanda, je crois, le gardien. Il y a 3-4 ans peut-être, avec Bordeaux. Il a mis un but de 20-25 mètres, une belle frappe bien puissante qui est partie fort comme un canon. Mais on a gagné quand même la rencontre, il me semble, je crois. Bon, on enchaîne, à moins que c'est le 2-2, peut-être. J'enchaîne, allez, j'enchaîne, c'est pas grave. J'enchaîne donc Yacine Adli, n'hésitez pas à me dire si ça vous hype. Moi, je suis entre deux, moi franchement non, je préfère un autre. Les joueurs que j'ai cités hier, je connais peut-être beaucoup moins, mais ce joueur-là, je le connais et je sais qu'il est vachement irrégulier. Et le caractère aussi, ça peut poser problème. Après, De Zerbi, peut-être peut le changer. On ne sait jamais. Allez, on enchaîne maintenant avec nos joueurs. Pourquoi je suis sur Machilia? Je me suis trompé. Pourquoi je suis chez là? Bon, c'est pas grave. On enchaîne plutôt avec celui-là. Neil Maupay.
Neil Maupay en attaque reste toujours la priorité de l'OM. Discussion toujours en cours avec Everton. C'est Santi Aouna de Foot Mercato qui nous précise cela. Bon, on en reste toujours au statu quo d'hier. Voilà, ça ne bouge pas. J'aurais pu ne pas vous citer cette information-là, mais je vous cite les dernières informations sur les derniers dossiers les plus chauds. Les plus chauds actuellement, c'est Neil Maupay et un milieu de terrain qu'on recherche. Alors, est-ce que c'est celui qu'on vient de dire, Yacine Adli, ou un autre? Pour l'instant, qu'on ne connaît pas, je ne sais pas. Il y a aussi le dossier Sildia. Sildia, j'en parle pas parce que c'est toujours au même point. Il faut qu'on ait un départ du côté de notre effectif. Et on va parler, pourquoi pas, d'un des départs qui pourrait partir. C'est bien sûr Bemo Maïté. On va partir sur ça justement après. On enchaîne et justement sur Neil Maupay, une information qui nous vient d'Angleterre, Transfer News, petit compte que je suis, petit compte d'une centaine de milliers, mais qui reprend les informations. Et ils nous disent que Marseille souhaite recruter toujours Neil Maupay, ou souhaite toujours recruter Neil Maupay d'Everton, mais fait face à la concurrence de Brentford. Brentford, c'est là où il a été prêté l'année dernière. Donc je ne sais pas si cette information a été sortie, je ne m'en rappelle pas trop, donc je la mets, voilà, comme ça on voit qu'on a un concurrent, et au moins ça pourrait permettre de voir peut-être baisser ou monter, je ne sais pas. Ça serait peut-être plus difficile ou moins difficile, je ne sais pas en tout cas où on en est. Voilà où on en est pour Neil Maupay. Partons maintenant sur les indésirables. Je vous ai dit, les lofters ont fait le point dans le titre de la vidéo. Et on fait justement le point avec Pablo Longoria, Ravanelli, Fabrizio, Giovanni Rossi, Madimogne, je ne sais plus c'est quoi son prénom. J'ai dit Madimogne, c'est son nom. Et Alban Juster. Alban Juster, c'est le co-directeur général, je crois, un truc comme ça. Un poste particulier, on va dire. Benassia et Zarak étaient absents. Donc, on avait pratiquement toute la direction de l'OM qui ont reçu qui? Qui ont reçu les indésirables. Plusieurs joueurs. Sans Mbemba. Oui, parce qu'il est écarté, il est mis à pied, donc il n'allait pas venir. Donc, sans Mbemba, il y avait Verretou, il y avait Unai, il y avait Samuel Gigot. Et Ulysse Garcia, ils n'en parlaient pas. Donc, je ne sais pas s'il est parti. Je sais pas, on n'en parle jamais. Voilà, c'est un indésirable, mais on n'en parle jamais, le pauvre. Franchement, il n'a pas de chance, lui. Il arrive cet hiver. Il n'a pas vraiment du temps de jeu l'année dernière. Certes, ce n'est pas un gros joueur. Mais quand même, il n'a pas eu sa chance, le pauvre. Et derrière, on l'écarte directement. Alors qu'il a un petit salaire, le mec. C'est bizarre pour le pauvre Ulysse Garcia. Peut-être qu'il a fait quelque chose. Il a peut-être fait quelque chose à la femme ou l'homme, je ne sais pas, de Pablo Longoria, j'allais dire. Allez, je continue. Donc, ce samedi, pour évoquer leur situation dans l'attente d'un éventuel transfert. Donc, il y a une réunion entre Pablo Longoria, Ravanelli, les personnes à la direction et les joueurs. Et bien sûr, leurs représentants, les agents, ici et là, peut-être de l'entourage, de la famille. Donc, Longoria, et on enchaîne. Les échanges. Les échanges ont été courtois, parfois fermes, donc on a peut-être un petit peu tapé du poing sur la table d'un côté ou de l'autre. Certains dénonçant, certains du côté bien sûr des joueurs, dénonçant des rumeurs malheureuses distillées par le club. Voilà les mensonges, peut-être qu'on a entendu, dans la presse et les réseaux sociaux, avec les fameux insiders qui aiment bien relayer ça pour leur compte, pour faire des petits likes, voilà, des gros comptes. Voilà, ils aiment bien ça, relayer les informations comme ça. Ou alors, pourquoi pas, directement les médias, que ce soit la Provence, l'équipe ou d'autres médias, RMC Sport, qui ont fait un gros trade, j'allais dire, un gros résumé de la situation dernièrement. Voilà, donc ça leur plaît un petit peu de foutre la merde peut-être au club, mais c'est surtout ça qui leur plaît, le pognon. L'OM paye, voilà, l'OM paye pour distiller ces informations-là. La direction souhaitait apaiser le climat. Donc là, on a souhaité apaiser le climat. On descend un petit peu d'un étage entre la direction et les joueurs, craignant une fronde collective des lofters. Ce sujet étant remonté jusqu'à Franck McCourt, que vous voyez là. Donc Franck McCourt, il a entendu parler du sujet que les joueurs qu'on devait vendre, finalement, ils allaient peut-être partir gratuitement. Et il s'est dit, bon, il faut calmer les choses. Franck McCourt, il a appelé Pablo. Il a dit, bon, écoute, arrête de t'énerver. Voilà, Pablo, il était comme ça. Et il a dit, arrête de t'énerver, Pablo. Calme, Pablito. Pablito. Voilà, prends un petit rail. Voilà. Et calme-toi surtout. Donc il s'est calmé. Il a dit, maintenant, ce que tu vas faire, tu vas aller faire une petite réunion. Tu vas réunir un petit peu toutes les personnes, sauf... Attention, ne prends pas Benassia et son compère Alizarek parce que c'est un petit peu attention apparemment. Donc tu les fais venir et tu essaies d'apaiser les choses. Voilà, tu leur dis, voilà, c'est pour le bien du club. Franchement, les supporters, ils vous ont aimé. Ça serait bien que vous partez comme ça. Alors, nous, on vous aiderait peut-être à choisir peut-être un club qui vous intéresse, mais on ne peut pas faire plus. Donc, s'il vous plaît, Monsieur Jordan Verretou, Monsieur Samuel Gigot, Monsieur, je sais plus, Azdin Unai, s'il vous plaît, partez. Donc, on continue. Allez, on continue. Et pour terminer sur ce sujet-là, les joueurs ont compris le message. Donc, apparemment, ils ont compris ce que je viens de dire. C'est Francky qui les a appelés.
et n'envisage pas de revenir dans le groupe. Donc apparemment, il n'y en a aucun qui veut revenir dans le groupe. Dernièrement, on avait entendu Verretou, hier ou avant-hier, c'était RMC Sport qui avait relayé cette information qui était fausse ou vraie, je ne sais pas. Ils veulent partir dans un cadre qui satisfera toutes les parties, que ça les satisfasse à eux, donc qui réclament peut-être un club à leur niveau, point de vue salaire et point de vue sportif. Le principal obstacle, par contre, c'est quoi, les amis? C'est le salaire. Parce que regardez, le principal obstacle à un départ de tous les joueurs est le contrat donné par l'OM par le passé. Après, ce n'est pas leur problème aux joueurs. Eux, ils n'ont pas réclamé avec le couteau sous la gorge. Non, on leur a donné le salaire. C'est l'erreur du club. Au bout d'un moment, il faut le dire aussi. La direction, certes, on peut protéger la direction. Je veux bien. Voilà, c'est pour le bien du club, pour pas que ça parte à volo. Mais au bout d'un moment, ils font des erreurs aussi, il faut le dire, les amis. Voilà, c'est pas être contre Longoria, être contre ci et contre là, il faut le dire. Ils font des erreurs, ils donnent des gros salaires. Eh ben, il faut s'en prendre à soi-même. C'est pas en attirant, en donnant des gros salaires que tu vas réussir à monter une grosse équipe parfois. Hein. Parfois, il faut peut-être juger un petit peu autrement les joueurs. Voilà, par exemple, Aziz Ounahi, comment ça se fait qu'il touche 350 patates? C'est pas normal, il vient de Angers, il touchait 20 €. Et il touche directement 350 patates. C'est normal ça? Je veux bien qu'à Mbemba, il a un passé, il a joué à Porto ici là, il a un gros salaire, je comprends. Gigot, je comprends pas. Bon, Gigot, je comprends pas. Il vient de Spartak Moscou, excusez-moi. Il arrive de Spartak Moscou, les amis, ceux qui sont enflammés sur Gigot. Certes, Avignonnais, il a un bon tempérament, il a un peu de grinta si vous voulez. Voilà, il est côté guerrier, il est sympa. Mais point de vue niveau, sérieusement, on est l'OM ou on est Brest ou je sais pas qui? Voilà, moi je rabaisse pas Brest, hein, mais je rabaisse plutôt Gigot en termes de niveau de sportif. Excusez-moi, on a vu beaucoup mieux. Même Alvaro était meilleur pour ma part. Et encore, Alvaro, point de vue sportif, je trouvais qu'il avait des pieds voilà, en béton. Du côté de Verretou, par contre, c'est entre deux. Lui, il était aussi dans un gros club. On peut dire qu'il méritait d'avoir un gros salaire par rapport à un Azdin Ounahi, qui a fait quoi comme carrière? À part faire 5-6 matchs avec le Maroc, je veux bien, il a fait une belle Coupe du Monde. Oui, super Coupe du Monde. Mais derrière, qu'est-ce qu'il a fait à Angers? Il n'était même pas titulaire à Angers, les amis. Il jouait de temps en temps. Certes, il était souvent titulaire, oui, sur la fin de sa carrière à Angers, mais il n'était pas tout le temps titulaire depuis des années. C'était juste une année, je crois, un truc comme ça. Donc, mesure sur les salaires. Donc, allez, j'enchaîne maintenant et on va partir sur autre chose, les amis. Excusez-moi, je m'énerve. Donc, Al Ittihad, maintenant, parle des départs, pourquoi pas. Al Ittihad s'intéresse toujours à Chancel Mbemba. Il cherche un défenseur central et a placé Chancel Mbemba tout en haut de la pile de sa liste. Avant de pouvoir recruter, par contre, le club saoudien va devoir se séparer de l'un de ses défenseurs étrangers. Voilà, ils doivent se séparer de leurs défenseurs étrangers. C'est précisé dans l'article de Foot Mercato, Seb Nonda fait partie de Foot Mercato, que ça sera facile à faire partir. Donc il n'y a pas de souci. Chancel Mbemba, s'il veut un gros salaire, eh ben, il ira du côté d'Al Ittihad. Il n'y a pas de souci. Et Majid, il me dit qu'il se casse. Pourquoi pas s'il veut? Allez, on enchaîne. Chancel Mbemba encore une fois. Et cette fois, c'est un autre club un peu plus intéressant pour lui, point de vue sportif. Parce que Bologne, en Italie, fait la Ligue des Champions. Bologne est intéressé par Chancel Mbemba. Des premières discussions ont déjà eu lieu. Alors, c'est pas précisé si c'est entre les clubs, entre les parties du joueur ou entre ci, entre là. Premières discussions ont déjà eu lieu. Je pense que c'est entre l'OM et peut-être Bologne qui s'est intéressé aux joueurs qui ont demandé, qui ont peut-être sondé un petit peu la situation. Ils ont dû demander qu'est-ce qu'on vous en fait de Mbemba? Et bien l'OM ont dû dire si vous voulez, on vous le vend. Par contre, combien on le vend? On va voir ça tout de suite. Reste à trouver un terrain d'entente entre les deux parties. On continue? Entre toutes les parties, pardon. Mbemba, j'ai pas mis la suite, c'est là. Voilà. Bologne a demandé un prêt selon la traduction de l'article qui est juste en dessous de Di Marzio. Donc je pense pas que c'est un prix qu'ils ont demandé parce que l'OM, il réclame un transfert sec. N'oublions pas qu'il a un non-contrat. C'est un peu bête de demander un prêt, vous savez très bien qu'on va le refuser. Par contre, ils ont demandé un prêt, c'est ce qu'il dit l'italien. Si c'est avec une obligation d'achat, on peut le faire. Voilà, selon conditions. L'OM veut 6 millions d'euros pour le transfert du défenseur congolais. Et je vous demande à vous, les amis, est-ce que c'est satisfaisant, 6 millions d'euros? Sachant qu'on l'a recruté pour... Voilà, on lui a donné une prime à la signature, mais on l'a recruté pour 0. Il est arrivé libre. Donc pour moi, 6 millions d'euros, ouais, c'est une somme assez bonne, je trouve. Voilà, ça c'est mon avis. Après, même 5 millions, ça ne me dérange pas. Même 4 millions, ça ne me dérange pas. Du moment qu'ils partent, voilà, qu'on récupère un petit peu cette masse salariale, un salaire qu'on pourrait donner à notre joueur, et qu'on a 3, 4, 5 millions, 6 millions s'ils veulent, c'est fait toujours un petit peu d'argent qu'on pourrait donner sur un autre transfert, qu'on pourrait avancer sur un prêt payant. Pourquoi pas sur un attaquant qu'on essaie de recruter depuis un moment là. Voilà, donc pour Chancel Mbemba, on termine et on passe directement à Gigot. Il y avait Aminarit juste avant. Il y avait Aminarit juste avant, mais on en parlera juste après l'Aminarit. Allez, Gigot. Le PAOK Salonique fait toujours pression pour recruter Samuel Gigot. Alors, mon avis, je vous l'ai donné pour Samuel Gigot. Pour moi, le niveau, il ne l'a pas de l'OM. Et depuis qu'il est arrivé
je l'ai encouragé. Quand il était à l'OM qui marquait un but contre Lyon, j'étais content, j'étais heureux, je dis bien joué Samuel. Mais derrière, sur le niveau, vous êtes d'accord avec moi? Avec Tudor, ça fonctionnait bien. Alors je vais donner moi mon avis sur ça. Voilà, je ne suis pas un analyste, je ne suis pas un spécialiste. Quand vous avez vu la palette que je vous ai fait la dernière fois, c'est pas vraiment précis. Je ne suis pas vraiment dans le monde du football. Voilà, en professionnel je parle. Mais de ce que je vois, j'ai des yeux. Et je trouve qu'avec le style de jeu qu'avait Tudor, c'est-à-dire vraiment tout dans le physique, dans l'athlétique, avec le marquage individuel dans toute la zone du terrain, ça lui correspondait vraiment. Voilà, le marquage individuel, être au contact d'un attaquant ou d'un défenseur ou je ne sais pas qui, ça lui convenait convenablement. Quand c'est un peu plus tactique sur les placements, avoir une qualité technique de relance, jeu court, jeu long, c'est un peu plus délicat pour lui. Que ce soit avec Sampaoli, il n'aurait pas réussi, que ce soit avec De Zerbi, il n'arrivera pas. C'est ce que je pense. Avec Tudor, c'était différent. C'était beaucoup d'intensité, beaucoup de physique. Et je trouve qu'avec Tudor, ça fonctionnait bien. Voilà, il fonctionnait bien sur un coach comme ça. Donc, il doit retrouver une équipe qui fonctionnera de cette manière-là. Je reviens maintenant pour... je cherche... oui, Amin Harit. Amin Harit est toujours considéré comme un potentiel partant, mais à mettre dans la catégorie de Geoffrey Kondogbia, Amir Murillo et Bamo Maïté. Pas celle des lofters. C'est pas la même chose. Ils ne sont pas écartés. Eux, ils peuvent rester au club pendant ce temps qu'on ne trouve pas de porte de sortie. S'il y a une offre de 10-15 millions, Amin Harit partira. Par exemple, des joueurs permettant de financer le copieux mercato olympien si une opportunité tombe. Voilà à quoi sert Bamo Maïté, Geoffrey Kondogbia, Amir Murillo et Amin Harit. Voilà, parce que si Bamo Maïté part, eh ben, on recrutera derrière Sildia. Si Amin Harit part, on recrutera un milieu de terrain directement. Un relayeur, pourquoi pas, ou un récupérateur, comme on a vu avec la Provence hier. Kondogbia, c'est pareil, récupérateur, sûrement, parce que c'est un récupérateur, hein, Kondogbia, il joue devant la défense, c'est pas vraiment un joueur devant, quoi. Et derrière, Murillo, ça serait Sildia aussi. Donc Murillo, Maïté, par contre, on parle pas de Lirola, parce que Lirola, je sais pas, il passe à travers de toutes les balles. Hein. Lirola, il est comme ça, il se cache comme ça dans son bar, oh, tranquille. Ouais. Oh, je suis bien, moi, je suis bien, Lirola. Lirola, on n'en parle pas, jamais. C'est bizarre, hein, le mec, il revient de près. Il est jamais là. Jamais dans les lofters, dans les indésirables, dans ci, dans là. Par contre, on en a parlé la dernière fois, mais il n'y a pas d'offre pour lui, c'est pour ça. Allez, on enchaîne maintenant avec quoi, les amis? Donc, le mercato, j'en ai parlé. Et on enchaîne maintenant directement avec la rencontre, parce que c'est très important. Je préfère le sportif que le mercato. Je vous l'ai déjà dit combien de fois, ça. Et là, le mercato, je commence à avoir la tête qui gonfle. Je vous jure, il me reste 5 jours à tenir. Je tiendrai le coup. Je vous ai dit que je tiendrai le coup jusqu'au bout. Et je tiendrai le coup jusqu'au bout. Jusqu'au 30, je vous fais une vidéo par jour. Par contre, après le mercato, ça se calmera, ça stagnera. Il n'y aura pas un tous les jours, mais il y en aura quand même des vidéos. Ne vous inquiétez pas, il y en aura, mais il n'y en aura pas tous les jours, je pense. Donc, après un an d'absence, Franck Macourt sera au Vélodrome. On l'a vu hier. Et c'est Hostie de la Provence qui nous écrit ça. Super ce jeu, vous l'appelez ça comment? Du football, nous dit Pablo Longoria. Génial, je devrais m'acheter une équipe un de ces jours. Eh ben il a oublié qu'il a acheté l'OM. Voilà la petite blagounette, la petite anecdote de Hostie. Allez, partons sur le classement de Ligue 1, les amis. Donc nous avons le premier, on va pas le citer. Le deuxième, on peut le citer, c'est Lille. Monaco qui a gagné du côté de Lyon, bravo. Donc l'OM est quatrième avec un match de retard, à la même hauteur que Rennes avec un match en retard, avec Auxerre un match en retard. Lance un match en retard, et après, c'est tout, ceux qui ont 3 points. Du côté de l'OM, en gagnant par 5 buts d'écart, l'OM serait premier égalité en termes de buts marqués et buts encaissés que Paris. Donc il faut gagner par 6 buts d'écart. En fait, non, pas 6 buts d'écart. Si on gagne 6-1, on est premier. Si on gagne 5-0, on est premier, égalité. Peut-être que la LFP, vu qu'ils pompent un petit peu trop les Parisiens, ils vont nous mettre deuxième. Mais en cas de victoire de 5-0, on sera à la même exactement que Paris. En cas de victoire 6-1, on sera devant au nombre de buts marqués. Donc, je préfère un 6-1 plutôt qu'un 5-0. Voilà, c'est pas grave si on encaisse un but. Si on doit marquer 5 buts d'écart, ça sera 6-1. Après, il faut que ça se passe bien, il faut que ça se déroule et on va en parler dans mon avis pour la rencontre. Allez, on enchaîne avec quoi justement? Avec les derniers aussi, il faut en parler. Donc, Lyonnais, ils sont bien derniers. Vous voyez, il n'y a qu'un seul olympique. C'est l'Olympique de Marseille. Et il y a le FC Lyon. Comme la S Saint-Etienne, voilà, le derby entre les deux là. Voilà, le derby pour pas descendre en Ligue 2. Voilà, vous retrouvez votre place, les Lyonnais. Comme l'année dernière, vous commencez pareil. Et cette fois, c'est terminado cacao, vous remontez plus. C'est fini. Voilà, c'est fini. Maintenant, il y a un bloc. Il y a un bloc, c'est fini. Vous n'allez plus être dans les places au-dessus.
Allez, on continue. Allez, on va lire ce petit thread qui résume un petit peu la situation du côté de Reims avant la rencontre et un petit peu la conférence de presse. C'est très rapide. Comme ça, on voit où on en est par rapport aux nos adversaires de ce soir. L'avant-match, l'avant Marseille-Reims. La synthèse de la conférence de presse de Luca Elsner. Situation des effectifs. Absence et incertitude de Teddy Toima, il est bien absent, souffre des douleurs lombaires, irradiant vers d'autres groupes musculaires, son état est incertain et l'équipe médicale évalue son évaluation jour après jour, on s'en fout. Mohamed Damari, il est absent aussi, a repris partiellement l'entraînement, il est absent logiquement. Amin Salama, il est de retour dans le groupe, oui, il y est dans le groupe. Par contre, il y a d'autres absents, on va les voir tout à l'heure après. On continue. Le mercato et recrutement, besoin de renfort, ça c'est sûr. Lucas Elsner souligne l'urgence de recruter un arrière droit. Et vous allez voir dans la composition d'équipe, ils n'ont plus d'arrière droit. Que ce soit même avec les jeunes ou avec les pros, ils n'ont plus d'arrière droit. Ils sont soit ils sont vendus, soit ils essaient de recruter, mais ça a été un autre club qui a recruté, soit ils sont suspendus. Donc ils n'ont plus rien. Ils jouent avec un arrière gauche côté droit, ou alors dans un autre système qu'on va voir tout à l'heure avec des pistons. Lucas Elsner, donc il souligne ça. Le club est en discussion avancée et espère faire avancer l'affaire. On s'en fout de ça. La préparation du match contre Marseille. Analyse de l'adversaire, de l'OM. Donc, analyse de l'OM. Marseille est décrit comme une équipe très intéressante avec un nouveau coach et des transferts significatifs. Ils ont montré une performance impressionnante en début de championnat. C'est Lucas Elsner qui dit ça du côté de sa conférence de presse. Il a été impressionné par le jeu de De Zerbi. Et il aime le jeu de De Zerbi. L'entraîneur met en garde contre les pièges de la stratégie marseillaise, notamment leur capacité à attirer l'adversaire pour créer des décalages et exploiter la vitesse en attaque. Vous avez vu que nous, on attire un petit peu l'adversaire pour essayer de trouver les espaces. C'est pas forcément des contres, parce qu'on a le ballon. C'est trouver un espace, un intervalle, au moment donné où l'équipe adverse fait un trou dans son équipe. Ils ne sont pas compacts. S'ils ne sont pas compacts, comme les Brestois sur le premier but, vous avez vu quand je vous ai analysé l'occasion, il y avait un gros trou au milieu où Luis Enrique était tout seul. À ce moment-là, c'est une erreur, l'adversaire, et on en profite. Et on a un surnombre après, vu qu'on part de derrière, vu qu'on part de très peu de derrière, et eux, ils attaquent, ils font un gros pressing, et bien derrière, il y a des trous. Et là, on les enfonce. Peut-être qu'on va faire ça avec Reims, parce que c'est beaucoup de jeunes, et on va en parler après. Approche tactique. Elsner insiste sur l'importance de limiter les circuits de jeu de Marseille et de créer des opportunités de récupération de ballon. Donc ce qui veut dire, c'est essayer de jouer en contre, tout simplement. Ils vont jouer, à mon avis, le bus et jouer en contre. Voilà, essayer de combler les espaces, jouer en contre. C'est ce qu'il a dit De Zerbi, du côté de la conférence. Il regrette le manque d'animation offensive de son équipe lors du dernier match contre Lille, même en infériorité numérique. Oui, ils ont terminé à 10 à partir de la 15e minute. D'ailleurs, il y en a un qui est suspendu, c'est Koné. On va en parler après. Intégration du nouveau joueur brésilien du PSG, Gabriel Moscardo. C'est un jeune joueur de 18 ans. Voilà, donc il va être peut-être titulaire. C'est un milieu de terrain défensif, un jeune brésilien prêté par le PSG et décrit comme un joueur défensif profil de numéro 6. Bon dans la récupération du ballon et doté d'une technique propre. Il est loué pour sa mentalité, on s'en fout de ça. Gestion des jeunes joueurs, voilà, pour voir un petit peu l'effectif. Transition et responsabilisation. Lucas Elsner évoque l'intégration des jeunes issus du groupe Pro 2. C'est comme si nous on mettait de la réserve dans notre groupe, mais qui joue directement. Il met l'accent sur la responsabilisation des jeunes au sein de l'équipe première, soulignant qu'ils doivent être traités comme des professionnels à part entière et contribuer à faire gagner l'équipe. État d'esprit avant le match, et c'est terminé après. État d'esprit avant le match de l'équipe de Reims. Ambition et détermination. L'entraîneur et ses joueurs abordent le match contre Marseille avec ambition. Malgré les absences et les incertitudes, ils sont conscients des défis, notamment l'atmosphère difficile du Vélodrome, mais restent confiants de leur capacité à performer. Importance de la concentration, Lucas Elsner insiste sur la nécessité pour ses joueurs, notamment les plus jeunes, de rester concentrés malgré l'environnement hostile de Marseille. Hostile, oui, c'est le stade qui va être à siffler, assis et là. Ça ne va pas être plus hostile que ça. C'est parce que c'est un gros stade. Voilà, il y a une grosse ambiance, il y a une ferveur énorme. C'est pas, tu vas pas à Pétaouchnok, quoi. Il considère ce type de match comme une opportunité d'apprentissage et de développement. Voilà plus ou moins, et vous avez toute la conférence de presse là, on ne va pas l'écouter. Voilà, maintenant on va voir un petit peu le point sur l'effectif. Vous voyez, il y a tous les absences, ils sont en bas. Ici, donc on a Mohamed Darami, on en a parlé. Teddy Toima, très bon joueur milieu de terrain, il est absent. Abdoul Koné, c'est le fameux joueur qui était remplaçant sur le côté droit de la défense, qui est absent, suspendu, non, infirmerie, pardon. Et celui qui est absent en carton rouge, c'est Amadou Koné. J'ai confondu Abdoul et Amadou, j'allais dire une connerie. Et lui, il a reçu un carton rouge et il est suspendu pour 4 matchs. Voilà les absents, 4 absents avec, je voulais rajouter, Kamori Doumbia, qui n'a pas été rajouté. Pourquoi? Parce que c'est un choix du coach. Il est sur le départ. Voilà, il est sur le départ. Et c'est un joueur qui était quand même intéressant du côté de Reims. Franchement, c'est un joueur qui a émergé l'année dernière, qui a mis 5, 6, 7 buts en tant que milieu de terrain. Et je trouve que c'est dommage pour Reims de ne pas faire se jouer. Jouer au moins ce joueur, même s'il est sur le départ, à moins que ça se passe mal comme nos indésirables. Voilà du côté du groupe.
Et on va voir maintenant les compos ensemble. Allez, voilà les compos du côté de l'OM en 4-2-3-1 comme d'habitude. Le gardien Rouli, à gauche Merlin qui reprend sa place de défenseur gauche. Bien sûr, il fera son système de soit monter à la place en ailier gauche à la place de Luis Enrique qui repiquera dans l'axe comme ceci. Regardez, soit Merlin va monter comme ça, prendre la place d'Enrique qui repiquera dans l'axe comme on a vu contre Brest avec l'Irola qu'il faisait, ou soit revenir là dans le cœur du jeu, soit être à la place d'un milieu qui va monter d'un cran, ou soit monter directement à côté d'Amin Harit pour faire un petit peu un système de relayeur ou presque un créateur offensif. Voilà, Merlin aura un rôle hybride, que ce soit dans un sens ou dans un autre, je pense. Je continue. Ce côté-là que vous voyez là, c'est le duel que j'ai choisi dans la rencontre entre Juna Ito et Quentin Merlin. Mais je vous cite toute la compo d'abord d'un côté et de l'autre. Donc du côté de l'OM, 4-2-3-1, je le répète, Merlin à gauche, Brassier qui reprend sa place, il était suspendu du côté de Brest. N'oublions pas, je me suis trompé plusieurs fois en disant Brassier au lieu de Cornelius. Balerdi qui garde son brassard de capitaine, il est titulaire et numéro 5 comme d'habitude, ça bouge pas. Murillo à droite, ça bouge pas. Højbjerg, ça bouge pas. Et Kondogbia refait son retour et il prend la place au milieu de terrain de Merlin qui était disponible la dernière fois. Harit, en tant que numéro 10, il sera là à sa place en tant que numéro 11 plutôt. Numéro 10, c'est Greenwood à droite. Voilà, ailier droit, magnifique. Espérons qu'il marque encore un but ou deux pour passer premier buteur. Et Luis Enrique, le top scoreur de la première journée, qui pourquoi pas peut faire aussi bien qu'un Greenwood, marquer un ou deux buts. Ailier gauche. Et Wai en pointe. Voilà la compo 4-2-3-1. Du côté de Reims, on a mis un système avec des pistons. Voilà, du côté de l'équipe, on a mis un système avec les pistons. Vous allez voir du côté de la Provence, on joue dans le système habituel du côté de Reims. Alors, on joue avec 3 défenseurs et je vous ai mis leur taille. C'est un point important que je vais citer un petit peu dans la clé du match. Okumu, 1m90, gros bébé. Agbadou, 1m92, très gros bébé. Kipré, très très gros bébé, 1m93. Donc, vous voyez, ça monte. Et heureusement qu'il n'y a pas un quatrième parce que ça aurait été 3,50 m. Voilà, donc Diouf, c'est le gardien bien sûr. Pour le piston droit, c'est Kadra. Habituellement, c'est un milieu plus offensif, mais il va jouer peut-être piston droit si on joue dans ce système-là. Hein. Atangana, très jeune milieu de terrain, mais très talentueux selon Reims, de ce que j'ai vu dans les retours. Il a 18 ou 19 ans, je crois, très jeune. Mounetzi, valeur sûre de Ligue 1, 27-28 ans, je ne sais plus quel âge il a, mais valeur sûre de Ligue 1, très bon milieu de terrain, franchement de Ligue 1, c'est intéressant, c'est un joueur intéressant. Franchement, tu me dis, il vient à l'OM en tant que remplaçant, je dirais pas que ça me hype, mais ça me déplairait pas totalement. Voilà, franchement, Mouteti, c'est un bon milieu de terrain de Ligue 1. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Akimi, très jeune milieu ailier gauche, non pas ailier gauche, arrière gauche, habituellement, je crois qu'il a 20 ans, si je me trompe pas. Ou peut-être un peu plus, peut-être que je me trompe d'âge pour Akimi. Non, je crois qu'il est un peu plus vieux, mais c'est pas grave. En tout cas, habituellement, il est arrière gauche, mais piston gauche, il va pouvoir jouer le rôle. Parce que je pense que là, ce que vous voyez là, ça ne jouera pas avec des pistons. Ça sera plutôt Kadra en tant qu'arrière droit, puisqu'ils vont toujours défendre, et Akimi arrière gauche. Ça va être une défense en bus, un 5, voilà, avec Ito qui va venir à la place de Kadra, Nakamura à la place d'Akimi. Ça va être un 5, 4 et 1. Voilà le système qui va nous mettre en place Luc Alsner si on prend en place cette compo-là. Après, maintenant, je vais vous parler un petit peu d'une clé du match et d'un duel dans la rencontre. Alors, un duel, je vous ai dit, Merlin-Ito. Alors, pourquoi j'ai choisi ce duel-là? Parce que Ito, c'est un des meilleurs joueurs, si ce n'est le meilleur joueur du côté de Reims. Je ne sais pas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. 31 ans, de l'expérience, ça fait sa 3e saison en Ligue 1. L'année dernière, il nous a fait mal. Il a marqué un but d'ailleurs au Vélodrome. L'ouverture du score à la, je ne sais plus quoi, c'était en début de match, 5, 6, 7, 8e minute, je ne sais plus, reprise de volée dans la surface. Joueur très très fort techniquement, qui peut prendre la profondeur et qui peut partir dans le dos de notre défense. Merlin a un rôle hybride. Et dans la préparation, je vous ai montré 2-3 erreurs qu'il avait causées dans ses matchs de prépa. Il monte souvent, certes, il est très bon dans le cœur du jeu, mais parfois, il faut se replacer. Et là, j'ai une petite crainte sur ce domaine-là. J'espère que au moment de se replacer, parce qu'on va dominer toute la rencontre, je pense qu'on va dominer toute la rencontre, Merlin se replacera. Parce que s'il y a un contre à jouer pour les Rémois et qu'Ito part dans le dos de Merlin, s'il a du retard, il ne reviendra pas. Il y aura Brassier derrière, bien sûr, pour combler. Mais si Brassier est trop mou aussi, et s'il a un retard aussi, eh ben, avec les 6, bien sûr, on refait le monde. Mais il y aura ce décalage-là. De toute façon, quoi qu'il arrive, il y aura ce décalage-là. Et j'espère que Merlin se replacera bien comme il faut. Voilà un petit peu le duel dans la rencontre. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et donnez-moi votre duel, à vous, dans la rencontre. Est-ce que vous pensez qu'un Diakité face à Balerdi, l'Ivoirien face à l'Argentin, ou alors un Nakamura face à Murillo de l'autre côté, ou alors par rapport à un Marseillais, par exemple, Greenwood face à un défenseur de l'autre côté, peut-être, ou Enrique face à un défenseur de l'autre côté. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais moi, je pense que ce duel-là, il faudra la surveiller. Voilà, j'ai pris un duel, cette fois défensif, et pas offensif du côté de l'OM. La dernière fois, j'avais pris Greenwood face à Amavi. Et cette fois, j'ai pris Merlin face à Ito. Voilà, on peut changer d'un côté et de l'autre. Allez, maintenant, je vous parle un petit peu d'une clé.
Alors pourquoi je vous montre la taille des joueurs? Bien sûr, c'est le coup de pied arrêté. Je l'ai dit pendant les matchs de prépa, on était un petit peu en difficulté, mais sur les premiers matchs. Ça a été mieux sur la fin de prépa. Et sur le match contre Brest, finalement, il n'y a pas eu finalement de danger, mis à part qu'on a causé. Il y a eu un penalty, je crois que c'était sur un coup de pied arrêté, non? Je crois que c'était un corner ou un coup franc. Le centre dans la surface, il accroche le maillot de York. Attention, attention sur les coups de pied arrêtés. Voilà, parce que bon, il y a de la taille en face. S'ils montent dans la surface, ça va être comme des beaux bébés à charger. 1m92, 93, 90. Est-ce qu'on a des joueurs pour prendre le ballon de la tête? On a un Balardi qui est très fort de la tête. On a un Brassier, pourquoi pas, qui peut jouer le jeu. Højbjerg, pourquoi pas. Kondogbia aussi. Oui, donc on a quelques joueurs quand même qui peuvent compenser un petit peu ce manque de taille. Mais je dis attention aux coups de pied arrêtés. Par contre, dans l'autre sens, c'est un avantage aussi. On a des joueurs petits de taille assez vifs dans les premiers appuis, comme Aminarit, comme Wai, comme Greenwood, qui peuvent faire très mal. Même Enrique va très vite sur les premiers mètres. Donc, quand ils vont prendre la vitesse, quand ils vont prendre de la vitesse, nos Marseillais, nos attaquants, s'ils tombent face aux 3, ça peut faire la différence. C'est des joueurs assez lourds. Hein. C'est des joueurs assez lourds, les 3 joueurs. Donc, je pense qu'il y a d'un côté un avantage qui soit puissant en face et que nous, on ait des joueurs assez véloces. Et de l'autre côté, défensivement, il faudra faire attention aux coups de pied arrêtés. Voilà un petit peu, c'est les petites clés dans la rencontre. Et la clé vraiment totale en général de la rencontre, je vais vous dire, moi, il faudra prendre son temps. Tout simplement, il faudra prendre son temps. Parce que comme je vous l'ai dit, s'ils sont alignés en 5 derrière, 5, 4, 1 par exemple, ils vont être tout en largeur et on va avoir du mal à trouver la solution. Si on ne la trouve pas rapidement, ça risque d'être un match assez chiant et assez emmerdant pour nous. On va franchement être énervé, je pense. Par contre, si on arrive à trouver la solution assez rapidement, ça peut s'enchaîner. Comme je vous l'ai dit hier dans la vidéo, je vous ai dit, si on marque un but direct, ils vont devoir se découvrir. Et à partir de ce moment-là, s'ils se découvrent, déjà avec des joueurs qui ne sont pas habitués à jouer ensemble, beaucoup de jeunesse, beaucoup de joueurs très lourds derrière, et ben ça va faire la différence. On va faire un match énorme. Voilà, on va marquer des buts. Si bien sûr on marque direct. Voilà, donc ça c'est vraiment 2 scénarios différents. Après, bien sûr, pas faire d'erreur. Dans les transmissions de balles, comme il a dit du côté d'Eisner, il faudra un petit peu compenser tous les espaces pour vraiment essayer de contrer les Marseillais et pourquoi pas voilà, donc, être dangereux en contre, bien sûr. Voilà un petit peu les situations que je voulais vous citer. Maintenant, on va du côté de la compo de la Provence. Alors, du côté de l'OM, c'est la même. Voilà, je ne vais pas vous la montrer au total. C'est exactement la même. Hein, 4-2-3-1. Voilà, exactement la même. Du côté de Reims, maintenant, elle change. Regardez bien, c'est un 4-3-3. Il joue habituellement en 4-3-3. Mais là, par contre, c'est particulier parce que regardez lui, là, je vais vous montrer. Lui, il a déjà 18 ans et il est arrière gauche, gaucher exclusif. Mais il va rentrer côté droit, peut-être. Comme le dernier match, je crois qu'il est rentré côté droit si je ne me trompe pas. Donc pourquoi pas, on pourrait voir ce système. Alors là, si on a ce système-là, ça pourrait changer. Il y aurait peut-être un peu plus d'espace, à moins que finalement, au lieu de défendre à 4 là comme ça, ils vont défendre avec les 3 de plus ici. Ça va être une défense à 7. Je pense que ça pourrait se dérouler aussi comme ça pourrait être aussi un double bus. Quoi qu'il arrive, que ce soit une défense à 4 ou une défense à 5 ou à 3 comme on le voit, et ça serait pareil. Voilà un petit peu mon avis sur cela. L'attaque ça ne change pas. Ito, attention à lui. Nakamura aussi, techniquement c'est pas mal le japonais. Et Diakité, joueur qui fait beaucoup d'efforts, mais joueur qui manque beaucoup d'occasions. Il est encore très jeune. D'ailleurs, en parlant de jeunesse, j'ai oublié de vous montrer. Regardez, j'ai marqué très jeune en bas. Si vous regardez sur le banc, Oliero, c'est un gardien. Butel, c'est un gardien. Je ne compte pas. De Smet, c'est un arrière gaucher. Et à part ces 3-là, tous les autres, ça fait une moyenne de moins de 20 ans, je crois. Voilà, Salama, il a 23 ou 24 ans, je ne sais plus lui, par contre. Mais les autres, c'est 18, 19, 18, 10. Je ne sais même pas s'il n'y a pas un 17. Ou 20 à Zangui et les autres 17, 18, 19. C'est que des jeunes venus de l'équipe 2 pratiquement. Voilà, donc ça va être compliqué de faire entrer les jeunes comme ça, comme dans le stade plein à craquer. Et en espérant qu'ils perdent tout le repère. Donc on enchaîne maintenant du côté de un avis pour Aminarit. Alors Aminarit, je vous ai donné mon focus la semaine dernière et j'ai envie de remettre un focus sur lui. Voilà, je remets encore un focus sur Aminarit. Encore une fois, tant qu'il est chez nous et tant qu'il est bon, je ferai un focus peut-être que sur Harit. Parce que Harit, il est énorme. Il a été énorme du côté de Brest. Et il a été énorme il y a 2 ans même. Regardez, je vous lis le trade et après je donne mon avis. Le 13 mars 2022, à Brest, Aminarit a déjà été l'auteur d'une sublime prestation. Le Marocain avait regagné les faveurs de Sampaoli, qui s'était même fendu d'un mea culpa sur son utilisation parcimonieuse dans les mois précédents. C'est-à-dire qu'il n'utilisait pas assez à son goût, vu le niveau qu'il a montré à Aminarit sur cette rencontre.
Donc vous voyez bien, c'est pendant cette rencontre-là, il avait marqué un but, fait une ou deux passes décisives. Il y avait Guendouzi à l'époque, il y avait Pape Gueye, il y avait Bakambu, derrière je vois pas qui c'est, mais il y avait Saliba je crois, peut-être non derrière. Je crois, le grand que je vois c'est Saliba. Donc ça, Sampaoli, il a mea culpa pour lui, il a dit bah je m'excuse et je vais te faire jouer. Donc il avait déjà retourné l'avis du coach. Là, il n'avait pas retourné l'avis du coach puisque Roberto De Zerbi n'avait pas donné son avis sur lui. C'est plutôt la direction qui veut s'en séparer tout doucement parce qu'il a déjà un gros salaire, il ne veut pas le placer sur le banc. Et si on peut trouver une porte de sortie, ça nous fait un petit peu de maille pour recruter un autre joueur qui aura peut-être un moins de salaire et peut-être pour combler un autre poste. Voilà où on en est pour Amin Harit. Je continue. Roberto De Zerbi a salué la performance lors du dernier match à Brest d'Amin Harit. Je suis content, Amin s'entraîne bien, il joue très bien. Après j'ai coupé un peu la phrase. Il n'a pas marqué, mais il a participé à toutes les actions de but. Il a été déterminant. Et c'est ce qu'il attend de lui. Parce que ce qu'il dit avant, entre les 3 petits points, c'est qu'il dit ce que j'attends de lui, c'est qu'il soit efficace dans les stats en général. Voilà, qu'il fasse des passes et qu'il marque des buts. Et là, il n'a pas marqué de but comme il dit à la fin, mais il a été déterminant dans toutes les actions. Il a fait 2 passes décisives et il a obtenu un penalty. Il a été sur toutes les actions, tous les buts. Donc Amin Harit, s'il est toujours à ce niveau-là, ceux qui ne l'aiment pas, je comprends, peut-être vous n'aimez pas, vous êtes resté bené dessus, et que vous voulez le voir partir, c'est votre problème. Mais moi, je ne vais pas vous dire que c'est mon préféré de joueur. Voilà, j'ai eu des critiques, j'ai plein de critiques avec Amin Harit. Regardez la saison passée, combien je l'ai tapé dessus sur ses stats manquantes ici et là. Mais là, sur ce qu'on a vu, le match de Brest, s'il est toujours pareil de ce niveau-là, c'est tout bénef. Et en plus, comme je vous l'ai dit, comme je l'ai remarqué, comme tout le monde l'a remarqué, qu'on l'a remarqué ensemble, il y a un truc qu'il faut citer. Depuis les premiers matchs de prépa, positionné dans le cœur du jeu, Amin Harit démontre une belle complicité avec Mason Greenwood, qu'il aime rechercher dans la profondeur et même en privé, les deux garçons échangent souvent. PS, Amin Harit, Greenwood, j'ai oublié un E, j'ai oublié un E, allez vas-y, allez, moque-toi de moi, Joe ou Punisher, regardez, là j'ai oublié un E à Greenwood, j'ai mis Greenwood, c'est pas grave. Sera-t-il le duo de la saison? Je vous l'ai déjà posé la question et je vous la repose encore. Pour vous, quel sera le duo, s'il y a bien sûr un duo cette saison? Est-ce que ça sera un petit Enrique avec, pourquoi pas, Wai, un Jonathan Rowe avec Wai, un Jonathan Rowe avec Carboni, un Carboni avec Greenwood, un Harit avec Greenwood? Donnez-moi un duo, pourquoi pas offensif si vous voulez, même défensif si vous voulez, il n'y a pas de souci, qui sera très fort et qu'on dira celui-là, c'est vraiment le duo de l'OM. Voilà, il ne faut pas qu'il soit enlevé. Voilà, c'est comme la paire Ronge-Tout à l'époque. Voilà, n'hésitez pas à me proposer votre paire à vous. Allez, on enchaîne maintenant avec un petit avis sur Geronimo Rulli et un trade qui est magnifique. Du côté de la Provence, il nous a écrit un gros article. Je l'ai retranscrit à ma sauce. Voilà, donc j'ai coupé des phrases, mis des phrases à ma sauce pour que ça coupe bien comme si c'était un scénario. Comme mes vidéos, comme si elles sont bien faites. Bah, c'est pareil pour le trade. Trade Geronimo Rulli, l'Argentin. Il fallait remonter au 14 décembre 2019 pour voir un gardien de l'OM repousser un pénalty en Ligue 1. C'était Yoann Pelé face au Messin, Habib Diallo. Donc déjà 2019, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans, oui. Ouais, 4 ans et demi, on va dire. 4 ans et demi, Yoann Pelé. Et d'ailleurs, tiens, je vous pose une question. Quel était le surnom de Yoann Pelé à l'OM ou même dans sa carrière? Est-ce que c'était, je vous donne 3 propositions. Est-ce que c'était le Pivert, le Rouge-Gorge ou l'Albatros? Le Pivert, le Rouge-Gorge ou l'Albatros? Quel volatile c'était? Allez, donnez-moi votre avis. Donc il est là, vous voyez comment il se positionne. Ça ressemble quoi? Un Pivert, un Albatros ou un Rouge-Gorge? Donc on voit Payet de dos et il arrête le penalty de Diallo. Derrière, on voit le penalty de Geronimo Rulli. Désormais, Rulli est le dernier en date à réaliser ce sauvetage à Brest. On continue, très très bon trade. Franchement, écoutez jusqu'au bout. Très très sympa. On a ses anciens partenaires qui en parlent en bien de lui. Tout le monde en parle de bien de lui. Et là, si on est dans cette donnée-là, eh ben, franchement, on peut être satisfait de notre recrue Geronimo Rulli. Roberto De Zerbi qui présageait du bon pour Rulli avant son baptême, donc son début en Ligue 1, en dressant une hiérarchie mouvante pour l'instant, quand il a présenté les gardiens. C'est un gardien fiable, il parle de Rulli, expérimenté et juste pour notre jeu. Il sera titulaire parce qu'il correspond à ce que j'attends. Il correspond à ce qu'il attend, le jeu court quand on relance ici et là. On continue. Lors de son passage, maintenant du côté de Montpellier. Lors de son passage à Montpellier, qui ne pouvait le conserver lors de la période Covid, et oui parce qu'ils avaient des problèmes financiers, il y avait beaucoup de clubs qui avaient des problèmes financiers avec le Covid, des supporters de Montpellier avaient inondé les réseaux sociaux, que ce soit surtout Twitter, du hashtag Free Rulli, donc libérer Rulli, pour forcer la Real Sociedad à le libérer à l'issue de son prêt, parce qu'il était prêté par la Real Sociedad du côté de Montpellier. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné, il est parti là-bas en Espagne, après de partout où vous savez. Daniel Congré,
ex-compère et ex-défenseur du côté de Montpellier, en parle, nous parle du portier. Allez, je vous montre, hop, et c'est lui, hein, Daniel Congré, qui nous parle de Rouy. L'OM récupère un top gardien, avec un mental en acier trempé pour affronter la pression du Vélodrome. Et il a connu un Congré, il a joué une quinzaine de saisons dans sa carrière. Il nous a laissé que de bons souvenirs. On venait de perdre Benjamin Lecomte, qui était un taulier. Roulier est arrivé et a mis tout le monde d'accord en quelques jours. Il continue. Sur le terrain, mais aussi dans l'intimité, c'est un être humain extraordinaire d'une gentillesse folle. Voilà, c'est Congré qui parlait. Maintenant, partons sur son ancien coach, vous le reconnaissez tous, Michel Derzakarian. Le public du Montpellier Hérault Sporting Club l'a élu joueur de la saison. Sur la saison qu'il a fait du côté de Montpellier, même s'il n'a pas fait en entier, il a été élu joueur de la saison quand même. Ça, faut le dire. Personne ne le dit, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, je le dis. Derzakarian, son coach à l'époque. Chez nous, il a été irréprochable. Je me rappelle son calme et sa lucidité. Je continue. Ses réflexes, sa lecture du jeu et son très bon pied, c'est un gros bosseur, mais toujours avec la banane. Ce qu'il aime, c'est jouer au foot. Plus qu'un gardien, c'est avant tout un joueur. Voilà, il aime toucher le ballon. Ça me fait un petit peu de souvenirs, ça me rappelle un petit peu un joueur. Vous vous souvenez bien sûr de Fabien Barthez. Fabien Barthez, il aimait bien toucher le ballon et il aurait aimé être footballeur, enfin sur le terrain. Parce que vous vous en souvenez, peut-être après sa carrière, il a joué quelques matchs de, comment ça s'appelle, de charité, là, voilà. Et il a été parfois même attaquant. Voilà, c'est un joueur qui avait une bonne patte gauche, je parle de Fabien Barthez, et qui aurait pu, pourquoi pas, dépanner à certains matchs. Il avait une super patte gauche. Et là, Geronimo Rulli, il adore jouer au pied. Place maintenant à son passage du côté de la Real Sociedad avec son coéquipier, son ancien coéquipier, David Zurutuza. Je ne connaissais pas, mais voilà. Zurutuza, c'est le rouquin que vous voyez là. Et je vous lis ça, je vous le mets en photo. Ses erreurs, parce qu'il a fait des erreurs juste avant en fait. Ses débuts, il a fait quelques erreurs, dont une du côté de Villarreal qui a coûté un but en Ligue des Champions. Je ne me rappelle plus quel match. Voilà, donc ça lui a été reproché. Mais il le cite là. Et il dit ses erreurs. Même ses blessures ont fait partie de son apprentissage. À la Real, j'ai vu débarquer un jeune de 22 ans avec un gros potentiel, mais je suis resté bouche bée devant son jeu au pied. C'était sa différence. Il met le ballon où il veut. Et il continue. Le même personnage, avec, vous voyez Roulier du côté de la Real Sociedad. Une main à la place de la chaussure. Phénoménal. Sous Eusebio, c'était le coach à l'époque, 2015-2018, on était une équipe qui relançait toujours court, un peu comme la demande de Zerbi. Comme le demande de Zerbi. Et oui, avec de Zerbi, il demande de jouer court. Et c'est pour ça qu'on l'a recruté. Il a surnagé comme un poisson dans l'eau. C'était impressionnant, franchement. Comme tout bon Argentin, il aime, et il précise quelque chose, par contre, il a un petit défaut. Il aime la musique. Et l'assado, je crois que c'est une danse. Je ne sais pas si je me trompe. Je vois ce mot passer par l'eau, mais dites-moi si c'est une danse. Il va fédérer tout le monde autour de lui, pas de lui, l'ambiancer. Par contre, quand il faudra tuer le temps, il devrait en fâcher plus d'un, malheureusement. Il adore ça. C'est un sacré joueur de cartes. Voilà, il va jouer aux cartes, il va plumer les joueurs. Finito, cacao pour le trade. Et je trouve qu'il est plutôt bien écrit. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Le trade sous monsieur Geronimo Rulli. Allez, revenons maintenant à la rencontre et revenons sur les stats importantes de cette rencontre. On y va tout de suite? Allez, on y va tout de suite. Avec le superbe compte que vous connaissez peut-être pas, Stat OMP. Voilà, donc ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas. Stat OMP. OM Reims, le match de l'OM en 13 stats. Les statistiques marseillaises et rémoises avant l'opposition entre les deux formations dimanche 25 août à 20h45 au stade Vélodrome en clôture de la deuxième journée de Ligue 1 McDonald's 2024-25. 17. Allez, 17. L'OM n'a pas perdu... L'OM n'a perdu qu'une seule de ses 17 dernières réceptions de Ligue 1 au Vélodrome. 10 victoires, 6 nuls, c'était contre Paris, malheureusement, on s'en souvient. 63 787, avec le plus grand nombre d'abonnés de tous les clubs de Ligue 1, 49 000, le record historique de la Ligue 1. L'OM affronte Reims dans un Vélodrome annoncé à guichet fermé, donc 63 787, presque 64. Sera-t-il suffisant pour battre le record d'affluence contre cet adversaire enregistré en 2023-24 avec 63 787 supporters? Ah, c'était l'année dernière, ça. Est-ce qu'on va battre ce record? Probablement, je pense. 2. Les Olympiens restent sur 2 succès de suite à Marseille contre Reims et n'y ont plus connu la défaite depuis 2019. Tiens, je vous pose une question d'ailleurs. Est-ce que vous pensez qu'on va battre le record des 63 787 que vous voyez en haut? C'est celui de l'année dernière. Est-ce que vous pensez qu'on va le battre? Dites-moi, allez, proposez-moi, dites-moi. Oui, on va le battre. Et on verra bien après la rencontre. Je regarderai tous les messages. Comme ça, si on a l'information après la rencontre, peut-être que je verrai qui ajuste. Les Olympiens restent sur 2 succès de suite à Marseille contre Reims et n'y ont plus connu la défaite depuis 2019. 3. Parmi les 38 buteurs de l'OM à domicile contre Reims dans l'élite, seul Suarez,
Luis, de Wish, Suarez. Skoblar, 1973, ça c'est pas un Wish, pas du tout. Et Jensen, de 1957, ont inscrit un doublé face à cet adversaire. Donc moi j'annonce doublé de Greenwood ce soir. Ça fera 4 buts. Il va faire plus de 20, je vous le dis, cette saison, hein, Greenwood. 48, présent contre Reims, Franck McCourt assistera à son 48e match de l'OM depuis son achat du club en 2016 pour un bilan de 23 victoires olympiennes en sa présence 48,9%. C'est pas la moitié. J'espère qu'on gagnera le 24e. Si on gagne le 24e, donc ça sera moitié, 50-50. Si on gagne le 24e, ça sera 50-50 pile. Donc je pense que c'est un signe. Il faut qu'on gagne et on va gagner. 5 fois seulement, l'OM a gagné par au moins 3 buts d'écart. Ce sera aussi la 3e fois qu'il observera cette affiche. C'est la 3e fois qu'il vient voir un Marseille-Reims. Et d'ailleurs, l'année dernière, il était là. Il était là l'année dernière. Hein, pour une victoire 2-1, si je ne me trompe pas. Avec le but de Yuna Ito. 2021. Depuis 2021, chaque nouvel entraîneur de l'OM a remporté son premier match de championnat au Vélodrome, de Sampaoli à Agacé. C'est vrai en plus. 61,4%. Avec 61,4% de tirs cadrés après son premier match de la saison en Ligue 1, l'OM dispose du meilleur ratio du championnat. Et oui, on a cadré après. Attends. Son premier match de Ligue 1, l'OM dispose du meilleur. Comment ça, on a cadré toutes nos frappes, non? Ah non, on n'a pas cadré toutes nos frappes. Je crois qu'on a cadré 5 tirs, 5 buts, mais on n'a pas cadré toutes nos frappes. Mais en tout cas, on a marqué 5 buts, on s'en fout. 6. La VAR a été utilisée 6 fois contre Reims, dont 4 reprises en faveur de l'OM. Donc c'est une bonne chose, on va dire. Le Stade de Reims n'a plus remporté son premier déplacement dans l'élite depuis 2019 à Marseille. Attention, c'est un signe. 2 nuls de défaite. 2. Mason Greenwood a inscrit en un seul match avec l'OM autant de buts que lors de ses 6 derniers matchs avec Retafe, 2 buts. 3. Eli Wahi est décisif dans chacun de ses 3 derniers matchs disputés en Ligue 1. 3 buts, une passe décisive. Il n'a plus dépassé une série supérieure depuis le mars-avril 2023, 6 fois de suite avec Montpellier. 10. Avec l'arrivée de Jonathan Rowe, l'OM comptabilise sa 10e recrue de la saison. D'ailleurs, j'en ai pas parlé dans la compo, il est remplaçant. Comme Carboni, ils sont dans le groupe, ils sont remplaçants, ils devraient rentrer en cours de jeu, probablement, pour faire un petit peu une levée d'ovation. Et si ça se passe bien, c'est encore plus grand l'ovation. Hakim Ben Elhadj, maintenant, on en parle, l'arbitre de ce soir. Avec cet arbitre, l'OM n'a jamais perdu en Ligue 1 à domicile en 4 rencontres arbitrées, 2 nuls et 2 victoires. Le Stade de Reims demeure toutefois la dernière formation à avoir vaincu l'OM avec lui au sifflet. C'était l'année dernière 1-0 du côté du Stade Auguste Delaune, si je ne me trompe pas de nom. Voilà, donc je vous l'avais cité la dernière fois quand je vous ai sorti les stats. On a perdu la dernière fois contre Reims. Attention, attention, c'est un signe. Il y a beaucoup de signes là, mais il y a un signe aussi du côté de McCourt. Voilà, si on gagne, ça sera 50% de victoire, 50% de non-victoire. Donc on peut dire que c'est un bon signe aussi. Voilà les stats les amis, n'hésitez pas à me dire si vous êtes intéressé par les stats. À chaque fois, je vous en remets à chaque rencontre. Maintenant, partons sur la réserve. Je vous ai dit que je vous faisais un point de la réserve de Jean-Pierre Papin parce que c'est très important. S'il monte, c'est une bonne chose. Pour comme ça, on a une équipe au National 2 et plus ça montera, National 1 ou quoi, au caisse, plus on aura des joueurs de valeur. Donc on va les citer à chaque rencontre qu'ils auront. Je vous citerai un petit peu un petit trade ou une petite information sur l'équipe réserve. J1, donc la première journée est passée et Montpellier-OM, je vous l'ai cité hier, c'est 1 partout. C'est un bon résultat. N'oublions pas, Montpellier l'année dernière était 2e. L'OM était 3e, ils avaient eu du mal au début de saison, mais ils étaient remontés 3e. Donc un résultat nul du côté de Montpellier, c'est pas un mauvais résultat, mais dans l'ensemble de la rencontre, il y a un petit peu de regret sur la fin de rencontre. Je vais vous citer pourquoi. La réserve nationale 3 a ramené un point de Montpellier. Mené et dominé pendant 75 minutes. Pendant 75 minutes, ils étaient menés, l'OM, 1-0. L'OM a égalisé à 74e minute par Robinho Vaz. Et je vous l'ai cité hier ou avant-hier, je ne sais plus quand. Je vous ai dit, attention à ce petit jeune, Robinho Vaz, 17 ans, venu de Sochaux, qui est en train, pas d'éclabousser, mais en train de marquer but sur but du côté de la réserve. Attention à ce petit jeune, qui n'est pas une petite place dans l'effectif pro, dans pas très longtemps. Si on ne trouve pas d'attaquant, ça sera peut-être lui notre remplaçant. Robinho Vaz, retenez son nom. Passe de Le Pironec. Cette saison, on suivra l'évolution, comme je l'ai dit, de l'équipe coachée par JPP. Prochaine rencontre, la journée 2, ça sera OM contre Sud FC. N'est-ce pas Sud? Sud FC, c'est un club corse en plus. Sud, toi aussi t'es corse. Donc Sud FC pour la semaine prochaine et je vous citerai le résultat, je vous donnerai mon avis sur la rencontre. Il y avait un résumé du côté de la Provence. Donc du côté de l'OM, on a égalisé à la 74e et on a eu des occasions à la fin de rencontre. On a même touché le poteau. On regrette un petit peu cette fin de rencontre, on aurait pu prendre les 3 points. Malheureusement, 1 point, on va dire c'est déjà une bonne chose. Voilà, on verra la deuxième rencontre en espérant, ça sera au Vélodrome, pas au Vélodrome, ça sera au Centre Bernard Dreyfus, hein, je crois qu'il joue du côté de la réserve, il me semble, si je ne me trompe pas. Peut-être que je me trompe. Mais en tout cas, ça sera à Marseille. Voilà, quoi qu'il arrive.
Donc bien joué à JPP. Et Robinho Vaz, justement, c'est lui. Auteur d'une très bonne préparation avec la réserve de l'OM. Robinho Vaz, né en 2007, donc 17 ans à peine, a marqué aujourd'hui avec la réserve face à Montpellier. Match nul, un partout pour le premier match de la saison. Donc voilà les amis pour lui. Ensuite, on enchaîne et j'ai un petit avis pour... franchement, c'est le petit ras-le-bol du mercato et de tous les avis un petit peu frauduleux du mercato. Voilà, certains qui se disent... bon, bah, ils sont supporters, oui, mais c'est pas ça. C'est un énervement total général, on va dire. J'ai hâte que ce mercato OM se termine. Plein le huc des pignoleurs et des groupies. Voilà. Ça résume un petit peu ma façon de penser. Et j'ai pas rajouté les insiders parce que j'avais pas la place. Je veux retrouver notre Olympique sur le terrain. Et cette saison, ça doit être la rédemption totale. Là, par contre, je pars sur le sportif, je m'en fous des autres. Certes, c'est un projet sur 3 ans. Oui, c'est un projet sur 3 ans avec 2 arbitres qui arrivent pour 3 ans. Oui, oui, d'accord. Mais il faut laisser du temps. Oui, il faut laisser du temps, oui. Par contre, il y a un autre mais. Mais, 3 petits points, 13e année. Voilà. 13e année pourquoi? 13e année sans un titre. Et à l'OM, c'est une aberration. Je ne vais pas dire que c'est une anomalie, pardon, mais c'est une aberration. C'est pire qu'une anomalie. Pour moi, c'est une aberration que l'OM ne soit pas au moins avec un trophée depuis 13 ans. Donc, si on ne peut pas gagner la Ligue 1, la Coupe de France, je veux qu'on la gagne. Voilà, qu'on ne me dise pas, oh, on fait un beau parcours, une demi, une finale. Et allez faire foutre, les amis. Pas vous, hein, mais ceux qui me disent ça. Moi, ça m'énerve au total. Quoi. Bah, ça m'énerve. Je veux gagner quelque chose, j'en peux plus, là. Je suis comme ça. Voilà. Cette année, on peut faire quelque chose. On a un effectif pour jouer 2 compétitions. Voilà, on aura 17-18 joueurs pro avec des jeunes qui viendront combler un petit peu cet effectif. Et ça suffira largement pour 2 compètes. Pas de Coupe d'Europe. Toute la semaine, on pourra se préparer tranquillement. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Un nouveau coach, des nouveaux joueurs. Voilà, une nouvelle mentalité avec des super joueurs, pourquoi pas. Mais maintenant, il faut que ça réussisse. Faut y aller, les amis. Allez. Donc, Pablo, attention, c'est ton dernier. Hein, voilà. Tu vois ce que je veux dire. Allez, les amis, on y va, let's go. Sur la fin de vidéo, je pense que j'ai terminé au cacao. Il n'y a plus rien à dire. Il est 5 h du matin. Voilà, m'en voulez pas. Enfin, m'en voulez pas. Vous n'en voulez pas. On s'en fout. Vous allez regarder la vidéo maintenant, là, 5-6 heures. Les amis, je vais faire le gros plan. D'abord, comme d'habitude, le soutien de la chaîne sur cette vidéo-là. Je vous montre vite fait l'abonnement, le like, le partage, la cloche. Il y a encore 65%, voire presque... Non, la dernière fois, c'est 65%. 65% de non-abonnés qui regardent la vidéo. Donc, si vous voulez monter à 20 000, ça serait bien. C'est grâce à vous qu'on montera à 20 000. On est à pratiquement 19 000. D'abord 19 et après 20 000. Ensuite, pour le soutien de la chaîne aussi, passons par là, les amis. On se retrouve ce soir. N'oublions pas, monter la barre à 100. Cette fois, je veux monter à 100, les amis. Je veux monter à 100 directement avant le live. Et comme ça, on se retrouvera à plus de 100. Parce que s'il y en a 100 qui mettent le like, il y aura peut-être 100 personnes directement. Voilà, qui seront popées comme ça sur le live. Voilà, maintenant, je pense que j'ai terminé mon racolage. Je reviens sur le grand écran. Et je vais vous souhaiter de passer une excellente matinée de dimanche. Voilà, prenez les petites tartines ici et là, buvez le café et tout. Il est 51 minutes. C'est trop pour vous ou c'est pas trop pour vous? Dites-moi dans les commentaires. Il y en a qui vont se plaindre encore, quelques-uns, les rageux. Ceux que je vais bloquer comme d'habitude parce que je vais regarder leurs messages. Ça va être toujours les mêmes choses. Mais c'est pas grave. Voilà, moi je fais ce que je veux, les amis. Voilà, je vous emmerde à ceux qui se plaignent. Moi, ceux qui se plaignent pas, ben bienvenue à vous. Allez, vive le foot chez Sebach Foot. Et surtout, les amis, allez l'OM pour ce soir. Allez l'OM pour ce soir. Et allez l'OM. Ah oui, mon prono. Ah, j'allais l'oublier, mon prono. Allez, pour qu'on soit premier, 6 buts 1. 6 buts 1, les amis. Franchement, je te bois, 6 buts 1. Allez, ciao, ciao.